Bon, vous avez peut-être entendu parler de près ou de loin de ce qui s'est passé au Népal. C'est calme et paisible, le Népal. Calme et paisible, je sais pas trop. Enfin, sauf si vous trouvez ces images calmes et paisibles. Parlement mis à feu et manifestants à cran. La situation a dégénéré ce mardi à Katmandou au Népal lorsque les autorités ont voulu empêcher les protestataires de s'approcher. Ce mouvement social, il s'est déroulé principalement entre le 8 et le 12 septembre dernier. Il a abouti à la chute du gouvernement en place et à la promesse de l'organisation de nouvelles élections. On en a un peu entendu parler en France, notamment parce que certains ont fait le parallèle avec notre mouvement du 10 septembre. Bon, je suis pas sûr que ce soit exactement la même chose que chez les Népalais, même si on a eu une autre dose de violence policière. Voilà, ça gueule. Les enfants qui vont à l'école. Bon, que s'est-il passé exactement au Népal ? Pourquoi les gens, et surtout les jeunes, sont descendus dans la rue ? Et est-ce que c'est pas un peu contre-productif de brûler le Parlement alors qu'on peut voter aux élections ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, un peu de contexte sur le pays. Le Népal, c'est un pays que vous connaissez tous au moins de nom grâce au film Kaizen du youtubeur Inoxtag. Il a escaladé l'Everest. Mais en dehors de ça, le Népal, c'est en fait un pays qu'on connaît assez mal dans nos contrées. Enclavé entre les géants chinois et indiens, le Népal est un pays montagneux d'un peu moins de 150 000 km². C'est quand même assez grand, hein. Ça fait 3 Suisses et demi, ou 1000 Liechtenstein selon comment on compte. Le pays est peuplé d'un peu plus de 30 millions d'habitants et c'est l'un des plus pauvres au monde avec un revenu mensuel moyen inférieur à 100 € en 2023. La jeunesse est particulièrement touchée, comme le relève Arthur Charlier dans Ouest France. Aussi, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est estimé à 20%, et le gouvernement considère que plus de 2000 jeunes quittent chaque jour le pays pour trouver du travail au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est. La vie politique du pays est dominée par le parti communiste, plutôt social-démocrate malgré son nom, et par le Congrès népalais, membre de l'Internationale socialiste mais plutôt centriste. Par ailleurs, les jeux d'alliance contre nature et les trahisons sont monnaie courante dans la vie politique du pays, comme le décrivait en 2024 Bruno Philippe pour Le Monde dans un article intitulé le Népal, champion du monde de l'instabilité politique. Ainsi, les communistes se sont parfois alliés avec une formation ultra-monarchiste, et tant pis si les deux partis avaient été les meilleurs ennemis durant des années. Les maoïstes de l'ex-premier ministre Dahal se sont eux accoquinés avec leurs adversaires les plus farouches durant des lustres, les leaders du Congrès népalais, la grande formation centriste du pays longtemps restée aux affaires. En plus de cette instabilité, le pays est aussi confronté à de très fortes inégalités, de moins en moins supportables pour l'opinion publique. Alors qu'ils ont 2 partis communistes, dont un maoïste, quoi. Résultat, ces derniers mois, un mouvement venu d'Indonésie a fait tache d'huile dans le pays, la dénonciation des Nepo Kids. On dirait les fils de en français. Les étudiants indonésiens postaient sur TikTok des vidéos contre les fils de politiciens corrompus, qui étalent un mode de vie fastueux et indécent, raconte cette étudiante en économie. Au Népal, nous avons les mêmes Nepo Kids, et nous avons commencé à les incriminer en ligne. Certaines images ont énormément choqué dans le pays, comme ce mec, fils d'un politicien qui se tient debout à côté d'un sapin de Noël fait avec des boîtes de produits de luxe. Quelle indignité. Bon, les gens étaient déjà fâchés, mais le gouvernement a ensuite eu la très bonne idée de bloquer les réseaux sociaux. Mais vous êtes complètement con! Alors, ce blocage, il a eu lieu parce que les plateformes ont refusé de respecter une nouvelle loi qui leur imposait de s'enregistrer auprès de l'État népalais, d'accord ? Mais c'était peut-être pas la meilleure idée de valider ce blocage, alors que le contexte politique et social était déjà très tendu. Et c'était encore moins une bonne idée de le faire dans un pays où le fait d'avoir une connexion à Internet revêt une importance particulière, comme l'explique le spécialiste du pays, Jean-Claude Rickmans, à BFM TV. La nouvelle génération népalaise est très connectée. C'est un pays de montagne où beaucoup de villages sont très peu accessibles, mais maintenant, jusque dans le village le plus lointain, où il faut 3 ou 4 jours de marche, il y a un téléphone, il y a Internet. Les gens sont connectés et ont accès et voient tout ce qu'ils n'ont pas et ce que d'autres ont, raconte Jean-Christophe Rickmans, docteur en sciences politiques et directeur de CPCS, une ONG qui œuvre pour les enfants de rue au Népal. Donc, tous les critères étaient en place pour que ça explose. Et ça n'a pas manqué. Le 8 septembre dernier, ça a pété, et pas qu'un peu. C'est pas nous qui avons ajouté la musique, hein. Il y a plein de TikTok de jeunes qui manifestent et qui font des trends avec des trucs qui crament en arrière-plan.
Moi, de mon temps, quand on dégradait le mobilier urbain, on n'était pas sur son téléphone, les jeunes ne savent plus manifester. Bon, il faut dire que c'est quand même allé assez loin, ils ont fait brûler pas mal de trucs pendant la mobilisation, et notamment pas mal de bâtiments publics. Toute la journée de mardi, des jeunes réunis sous une bannière Génération Z ont mis à sac de nombreux bâtiments publics, résidences de dirigeants politiques et autres symboles du pouvoir dans la capitale de Katmandou. Et c'est même allé encore plus loin puisque les manifestants s'en sont pris physiquement à leurs dirigeants. Ils ont notamment déshabillé et tabassé leur ministre des Finances. Ouais, ça rigole pas. Et la colère était d'autant plus forte que dès le 8 septembre, la police a tiré à balles réelles sur la foule. D'après le dernier bilan publié par le gouvernement népalais, il y a eu au total plus de 2100 blessés et 72 manifestants tués sur l'ensemble de la mobilisation. Dans le journal La Dépêche, un Français installé au Népal depuis 25 ans témoigne. Des jeunes de l'âge de nos fils se font tirer dans la tête comme des lapins, c'est insoutenable. Les Népalais disent la même chose à We Hate the Cold, un vlogueur anglais qui s'est retrouvé par hasard au milieu des mobilisations et qui a fini par y participer. Sorry, what? 20 people got shot. La violence a continué alors que le Premier ministre K.P. Sharma Oli, membre du Parti communiste, avait pourtant démissionné dès le 9 septembre, soit le lendemain des premières manifestations à grande échelle. En fait, le calme n'est revenu que dans l'après-midi du 13 septembre, après une période de couvre-feu et la nomination d'une nouvelle première ministre. Après la démission de Sharma Oli, c'est donc Sushila Karfi, figure politique indépendante respectée dans le pays, qui assure l'intérim. D'ailleurs, elle aurait été désignée de façon assez particulière, comme le relate Le Point. Après plusieurs jours de débats sur Discord, quelques 200 000 internautes élisent Sushila Karfi, 73 ans, ancienne présidente de la Cour suprême, première ministre. Le 12 septembre au soir, elle prête serment devant le président Ramchandra Poudel. Je sais pas si je laisserai des modos Discord choisir le Premier ministre de mon pays. Bon, en même temps, vu ceux que choisit Macron, je me dis que ça peut pas être pire. De Burger King. Burger King. Très bien, merci. Cette nomination par quelques dizaines de milliers de personnes seulement pose évidemment question, comme l'explique Jean-Christophe Rickmans. La plateforme Discord est aujourd'hui accessible uniquement par un petit nombre de personnes. Même si cela représente quelques dizaines de milliers à centaines de milliers de personnes qui se sont prononcées, est-ce représentatif pour presque 30 millions d'habitants ? C'est ce que reprochent justement les partis politiques traditionnels, élus démocratiquement en 2022 lors des dernières élections, qui considèrent d'ailleurs la fin du Parlement, qui a brûlé, comme inconstitutionnelle et demandent qu'il soit remis en place. Ceci étant, une fois nommée, la nouvelle première ministre a immédiatement lancé un message d'apaisement, notamment envers les familles des personnes mortes et blessées pendant la mobilisation. Ce qui est certain, c'est que cette révolution a été extrêmement rapide et qu'il y a encore tout à faire. La première ministre par intérim a promis des élections législatives en mars prochain, mais un changement de visage du Parlement ne sera pas suffisant pour régler le problème principal pointé du doigt par les manifestants, la corruption. There is a lot of corruption in the country. We don't want that to continue. We hope the country will prosper. Le pays stagne depuis plus de 10 ans dans le classement de perception de la corruption de Transparency International. En 2024, le pays se classait 107e sur 180, au même niveau que le Brésil, le Malawi ou le Niger. C'est pas évident de trouver des informations sur la manière dont se traduit concrètement cette corruption dans le quotidien des Népalais. J'ai quand même trouvé une fiche très bien faite et bien sourcée sur le site d'une entreprise danoise de conseil aux entreprises. Bizarre, mais pourquoi pas. Le tableau dressé est assez sombre, la corruption est partout, que ce soit parmi les policiers de base, pas aidés par de faibles salaires, en passant par la justice. Un rapport du Forum économique mondial cité dans la fiche relève qu'il n'est pas rare de voir des juges accepter des pots de vin pour modifier un verdict. La situation n'est pas meilleure quand il s'agit de traiter avec des douanes ou d'obtenir des marchés publics. Le chantier auquel fait face la démocratie népalaise est donc assez titanesque, mais pas que le Népal en fait. Ce mouvement anticorruption s'inscrit dans une série de mobilisations qui ont traversé le sud global ces derniers mois. Au Bangladesh, le gouvernement a été renversé l'année dernière par la jeunesse qui protestait contre des systèmes de quotas dans la fonction publique. En 2022, au Sri Lanka, le président avait été chassé du pouvoir par un mouvement anticorruption et anti-inflation. En 2024, au Kenya, de grandes manifestations de la jeunesse ont conduit le pouvoir à abandonner une loi d'augmentation des impôts. Les Serbes, eux aussi, manifestent toujours contre la corruption. On en avait parlé dans cette émission. Le point commun de tous ces mouvements, c'est la jeunesse. Une jeunesse qui, dans des pays aux inégalités très fortes, ne compte plus se laisser faire par des gouvernements affaiblis. Chez nous, en France, si on est encore loin du niveau de corruption qu'on trouve au Népal, nous n'y sommes pas immunisés. L'année dernière, on pouvait lire dans Le Monde que la France était confrontée à une hausse de la corruption de basse intensité, qui concerne les agents publics en bas de l'échelle, avec par exemple des policiers qui aident des trafiquants. Dans le catalogue de ces pratiques illégales, la corruption dite de basse intensité, difficilement détectable, attire particulièrement l'attention des pouvoirs publics. Elle s'incarne notamment dans la tricoche ou consultation illégale de fichiers de police. C'est aussi et surtout le cas au sommet de l'État, comme le montrent les affaires politiques qui sortent tous les mois dans nos médias.
Il y en a énormément, hein, même sans compter Rachida Dati et Sarkozy. La France a chuté de 5 places dans l'indice de perception de la corruption en 2024. L'exemple népalais et les autres pourraient au moins alerter notre classe politique. Et n'oubliez pas, si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain. Ah bah super, je vais prendre un café et il se passe ça. Tout fout le camp.